Salut à tous, c'est Baba des Bois et on se retrouve pour cette troisième vidéo pour bosser sur le jeu Asteroids. La dernière fois on a amélioré le game feel et on a fait les projectiles, ce coup-ci on va faire le dernier élément de jeu qui manque, à savoir les astéroïdes eux-mêmes. Et vous allez voir, ça va nous permettre d'aborder pas mal de points intéressants. Et avant qu'on commence cette vidéo, je fais le petit moment pub complètement décomplexé où je vous parle de mon propre jeu qui s'appelle Xion League, que je développe depuis 3 ans maintenant, qui va sortir cette année a priori. Donc c'est un jeu de plateforme de joueurs où vous jouez des robots qui doivent s'enfuir d'une usine parce qu'il y a une fuite de gaz dans cette usine qui détruit tout sur son passage. Et donc les deux robots ont des capacités différentes, donc évidemment ils sont obligés de s'entraider pour s'en sortir. Donc voilà, c'est un platformer en coop. Vous pouvez jouer en local sur votre machine ou en ligne avec des amis. Où il faut collaborer évidemment parce que les deux robots n'ont pas les mêmes capacités et ils apprennent des capacités au fur et à mesure de l'histoire qui sont différentes. Donc il faut s'entraider avec ses amis pour s'en sortir. Voilà, ça s'appelle Xion League. Je vous mets le lien de la page Steam dans la description. N'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits si ça vous intéresse, parce que ça nous soutient beaucoup. Et maintenant que ce petit encart d'auto-promo est fini, on peut passer à la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Alors première chose qu'on va faire, c'est créer la scène astéroïde. On va pas encore s'occuper de la partie faire spawn des astéroïdes, parce que vous allez voir que c'est la partie qui va peut-être être la plus compliquée. Mais on va se concentrer d'abord sur juste avoir un astéroïde dans le jeu, déjà pré-instancié pour nous, enfin on va l'instancier dans la scène, et s'assurer qu'il se comporte bien. Donc nous on veut créer une scène astéroïde. Ça paraît évident. Donc c'est parti, on va créer un nouveau dossier. Tac, nouveau folder, on va l'appeler astéroïdes. Ou même astéroïde au singulier en fait, puisque la scène astéroïde. Dedans, je vais faire une nouvelle scène. On va créer une nouvelle scène à partir d'un autre nœud que les 3 nœuds de base qu'ils nous proposent. On va chercher un nœud qui va s'appeler Area 2D ici. Voilà, on a notre Area 2D. Cette scène, on va l'appeler astéroïde. Ok, on laisse le root name par défaut, c'est-à-dire qu'il va utiliser le même nom que le nom de la scène, donc astéroïde. Et je fais OK. Donc on a notre scène astéroïde, ici. Maintenant notre astéroïde, un petit peu comme le personnage, il faut qu'on puisse le visualiser, donc il faut qu'on puisse afficher une texture. Donc pour ça, il va me falloir les textures qui vont bien. Donc on va ajouter au dossier astéroïde un nouveau dossier qui va s'appeler sprites, comme d'habitude. Et dans ce dossier sprites, je vais aller ajouter mes 3 textures qui vont bien. Donc c'est toujours les textures qu'il y a dans l'asset pack que vous pourrez retrouver dans la description. Qui a été conçu pour cette série de tutos par mes soins. Donc voilà, j'ai drag and drop mes astéroïdes, ils apparaissent ici, tout va bien. Ils n'ont pas très bien été nommés d'ailleurs, je vois là. Bon, on va juste les renommer. Donc astéroïde, ça c'est le medium. Hop, et astéroïde small. Voilà. Très bien, donc ça c'est nos 3 sprites. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un nœud sprite à ma scène pour pouvoir afficher la texture. Donc on va prendre dans les nœuds récents, là, on va prendre le sprite 2D. Donc là, c'est en fait, il nous met une liste des nœuds qu'on a utilisés récemment. On va utiliser le sprite 2D. Dedans, je vais mettre la plus grosse texture pour l'instant. C'est arbitraire, hein, mais pour l'instant, on met celle-là. Ça va nous servir à travailler sur notre scène. Et donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe avec notre astéroïde? On veut qu'il soit capable de détecter quand il collisionne avec un joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que cet astéroïde, donc, qui est une Area 2D. Alors, j'ai fait une Area 2D parce que c'est assez simple à utiliser à ce niveau-là. Une Area, ça sert à détecter quelque chose. Typiquement, un personnage. Et pour ce faire, il a besoin d'une zone de détection. Cette zone de détection, elle est déterminée par ce qu'on appelle une collision shape. Et pour ça, il faut ajouter un nœud de type collision shape 2D. On ajoute une collision shape 2D qui va être notre zone de détection. Ce nœud collision shape 2D, lui-même, il a besoin d'une ressource qui s'appelle shape, que vous avez à droite ici. Pour l'instant, vous voyez, elle est vide. On va en créer une nouvelle, donc on va cliquer sur le empty ici. Et ici, on va lui dire, je veux une shape qui soit ronde, par exemple, parce que notre astéroïde, il est de forme à peu près ronde. Donc, je vais faire un nouveau circle shape 2D. Ça va nous créer, voilà, comme ça, une petite collision bleue, là. Vous voyez, ça, c'est la zone de détection de notre astéroïde. Je vais laisser la taille par défaut parce que ça me semble à peu près OK. Je préfère quand c'est assez généreux au niveau des hitbox, hein, dans les jeux. Parce que sinon, c'est assez frustrant. Quand les hitbox, elles font pile la taille du sprite, c'est assez frustrant pour les joueurs et les joueuses, souvent. Donc, je préfère que les hitbox soient plus petites que les sprites. Voilà, maintenant, cet astéroïde, on veut qu'il soit capable de détecter notre player. Alors comment ça fonctionne pour détecter d'autres nœuds avec une Area 2D? En fait, l'Area 2D, elle va détecter quand un autre body, donc
Quand je dis un body, ça contient les caractères body. Et il y a aussi deux autres types de body. Vous avez les rigid body et les static body. On verra pas dans cette série de tutos, mais voilà, il y a tous ces types de body là. Et c'est tout ça que peut détecter la RIA. Et elle peut aussi encore détecter un autre type de nœuds, les tilemaps, mais on va pas revenir là-dessus. Voilà. En tout cas, une ARIA 2D, c'est fait pour détecter des objets physiques dans votre jeu. Et ici, votre joueur, vu que c'est un character body 2D, il va pouvoir être détecté par votre ARIA astéroïde. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre astéroïde il soit capable de détecter notre nœud player. Mais on veut qu'il détecte que notre nœud player, pas les autres astéroïdes entre eux. Ni les projectiles, parce que les projectiles, on va le faire autrement. C'est les projectiles qui vont détecter les astéroïdes, et les astéroïdes qui vont détecter les joueurs. C'est-à-dire que l'astéroïde va détecter quand un joueur rentre dedans, et détruire le joueur. Et pareil pour le projectile. Le projectile va détecter quand il touche un astéroïde, et détruire l'astéroïde. D'accord? Ça me paraît logique dans ce sens-là. Mais donc ça veut dire qu'on veut que les astéroïdes détectent le joueur, mais pas le reste. Et on veut que les projectiles détectent les astéroïdes, mais pas le reste. Donc comment on fait ça dans Godot? On utilise les layers de collision, et c'est une feature qui est extrêmement pratique dans Godot, et vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Et pour ce faire, on va aller dans les paramètres du projet, donc on va aller dans Projet, Paramètres du projet, et ici on va chercher Layer, hop, et on va aller dans Physique 2D, voilà. Et ici, vous allez voir toute une série de layers et en face, des noms qui correspondent. Donc en fait, dans Godot, il y a des layers de collision qui vont déterminer avec quoi on peut collisionner ou pas, finalement. Donc ici, en fait, on va créer un layer pour chacune de nos catégories d'objets. Donc par exemple, on va avoir un layer pour le joueur ou la joueuse, donc un layer player. On va avoir un layer pour les astéroïdes et un layer pour les projectiles, dans notre cas. Je ferme. Maintenant, mon astéroïde... On va aller dans l'inspecteur à droite et on va aller dans ses propriétés de collision. Vous avez Collision Object 2D, collision. On clique là-dessus. Et ici, vous avez deux séries de petites boîtes bleues ici, qui correspondent aux layers qu'on vient de nommer en fait. Ce qui se passe, c'est que il y a deux trucs. Il y a les layers et il y a le masque. Le layer, ça détermine cet objet-ci, sur quel layer de collision il est. Donc nous, par exemple, ici, on a un astéroïde. On veut qu'il soit sur le layer de collision astéroïde. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut soit régler nos layers en cliquant là-dessus, donc ça détermine sur quel layer on est, on peut être sur plusieurs layers à la fois, ou juste sur un ou sur aucun comme on veut, on peut les cocher, mais on peut aussi, et c'est plus pratique, appuyer sur les trois petits points que vous avez à droite. Alors là vous voyez pas parce que je suis pas en plein écran, mais si je mets en plein écran ici, tac, vous allez voir les trois petits points ici. D'ailleurs je vais rester en plein écran, c'est mieux pour la vidéo. Donc vous avez les trois petits points ici, vous cliquez dessus, et ici vous allez pouvoir régler votre collision. Donc nous, par exemple, ici, on veut se mettre sur le layer Asteroids. D'accord? Et par contre, le masque, ça correspond à avec quel autre layer on va détecter des collisions. Donc ici, notre astéroïde, on a dit qu'il voulait détecter que le joueur, pas les autres astéroïdes, pas les projectiles. On veut qu'il détecte que le joueur. Et donc, on va cliquer sur les trois petits points de masque. Et vous voyez qu'on a player de cocher par défaut parce que player c'est le layer 1 et le layer 1 est coché par défaut. Donc on a ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut qu'il détecte le joueur. Donc on veut qu'il détecte tout ce qui est sur le layer joueur, mais pas sur les autres layers. Donc si je récapitule un petit peu comment ça fonctionne, le layer c'est pour déterminer mon objet actuel là, sur quel layer il est, donc comment on va le détecter finalement. Et le masque, ça détermine cet objet, quels autres objets il va détecter quand il va collisionner. Donc le masque permet de dire cet objet détecte tel autre type d'objet qui sont sur tel autre layer. Donc ici notre astéroïde, il est sur le layer astéroïde, ça paraît normal, et il détecte les objets qui sont sur le masque player. Donc ça veut dire que notre objet de type player, il faut qu'on retourne dans notre scène player, je sauvegarde la scène astéroïde, je retourne dans la scène player, et ici il faut qu'on s'assure que notre player il soit bien sur le bon layer. Donc je vais aller dans collision. Et par défaut, vous voyez, les objets dans Godot, ils ont le layer 1 d'activer sur les deux, sur le masque et sur le layer. Ici, on n'a pas besoin de détecter d'autres objets, donc on peut décocher le masque si on veut. Et il est sur le layer 1 par défaut, donc c'est le layer player, donc il est déjà au bon endroit en fait. Donc ce qui veut dire, c'est que là, lui, il est sur le layer 1, mais il peut détecter aucun autre objet. Lui, il ne détecte aucune collision finalement. Le player lui-même ne détecte pas de collision. Par contre, l'astéroïde, il est sur le layer astéroïde et il détecte tous les objets qui sont sur le layer player. Donc il va détecter notre joueur. Je répète un petit peu plusieurs fois parce que ça peut être un petit peu confusant au début, mais je voulais m'assurer que vous avez bien compris ce concept-là. Ok, donc super, on a notre astéroïde qui est capable de détecter notre player. Comment on sait quand notre player est détecté maintenant? Donc pour ça, il va falloir qu'on code un petit peu. Donc on crée un script astéroïde.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le dossier astéroïde, créer un nouveau dossier. Que je vais appeler script, du coup. Voilà, ensuite, je vais cliquer sur mon nœud astéroïde. Je vais faire clic droit, attacher un script. Je vais l'appeler astéroïde.gd. On va tout laisser par défaut pour le reste. Par contre, je ne vais pas le mettre là où il me le met par défaut. Je vais aller sélectionner le dossier script qu'on vient de créer. Voilà. Donc ça, c'est le script de notre astéroïde. On veut que notre astéroïde il soit capable de détecter le joueur ou la joueuse. Donc pour ça, on va cliquer sur l'astéroïde. Et dans nœud, en haut à droite, on va voir un tas de signaux que Godot va émettre dans des circonstances particulières. Et on a un signal qui nous intéresse, c'est Body Entered. Qu'est-ce que c'est que ce signal? C'est un signal qui est émis au moment où notre ARIA, notre astéroïde ici, va détecter qu'un body, donc par exemple le joueur, est rentré dans sa zone de collision. Donc Body Entered, ça me dit un body est rentré dans ma zone de collision. Donc je vais faire connecter. Je vais connecter ce signal au script de astéroïde. Donc c'est astéroïde qui émet le signal, hein. Enfin c'est le moteur qui le fait pour nous, mais c'est l'objet astéroïde qui émet le signal. Et on va le recevoir dans ce même objet, astéroïde. Et on va lui dire quand un body est rentré dans ta zone, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc ça nous crée automatiquement notre fonction onBodyEntered. Et vous voyez que ça nous passe en argument un objet de type Node 2D. Donc ça nous passe un nœud. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme objet. On sait juste que voilà, il y a un body qui est rentré dans cet astéroïde. Maintenant, j'aimerais bien m'assurer que ce body, ça soit un joueur. Hein, je veux que ça soit le joueur et pas quelque chose d'autre. Je veux être sûr à 100%. Même si on s'en est déjà assuré avec les layers, on va mettre ceinture et bretelles. Comme ça, on est sûr à 100%. Comment on fait ça? Eh ben, on le fait en typant notre objet player. Donc en fait, ce qu'on manipule depuis le début dans Godot, là, quand je vous ai fait faire des scripts avec le joueur, avec les projectiles, avec l'astéroïde, etc. En fait, on manipule des objets depuis le début. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Hein. En fait, on manipule des objets. Et les objets, qu'est-ce que c'est? C'est des entités en programmation. En gros, c'est des entités qui contiennent des données. Donc les données, c'est tout ce qui est les propriétés de l'objet. Donc par exemple, sa vitesse, sa direction, etc. Donc c'est toutes les variables, toutes ses propriétés. Et il a de la logique. Et la logique, c'est tout ce qu'il peut faire, en fait, cet objet. Donc c'est ses fonctions, finalement. Voilà. Donc un objet, c'est une entité qui contient à la fois des données et de la logique. Ici, en fait, notre objet, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un type. En fait, je vais lui donner un nom de type. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare class name au début du script. Class name. Et on lui donne un nom. On va lui donner le nom player. Alors pourquoi class name? Pour faire un rapide débrief sur un peu la programmation orientée objet. En fait, en programmation orientée objet, une classe, c'est un peu comme une scène et une instance de scène. Vous avez la scène qui sert de modèle à créer des instances de cette scène, donc des exemplaires de cette scène. Ici, c'est un peu la même chose en programmation orientée objet. On a la classe qui est le modèle de l'objet, et une instance d'objet, ou des fois on dit simplement juste un objet, c'est une instance de cette classe. Donc la classe, c'est le modèle qui sert à faire un objet, et l'instance, c'est vraiment ce qu'on manipule concrètement dans le code, c'est-à-dire un exemplaire de cet objet. Donc en fait, class name, on est en train de donner un nom à notre classe player. Donc là, on a une classe player, donc une classe, c'est-à-dire on a un modèle d'objet player, et après, concrètement, dans le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une instance de cette classe player. Vous n'êtes pas obligé de vraiment comprendre à 100% ces concepts-là pour faire ce tuto. Je referai des vidéos sur la programmation orientée objet pour qu'on maîtrise un peu mieux ça de fond en comble, mais ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que c'est, le vocabulaire. Pourquoi on a fait ça, là, le class name player? En fait, ça va nous servir à vérifier que ce qu'on détecte dans l'astéroïde, donc là, le body qu'on reçoit en argument, c'est bien notre player, et pas autre chose, en fait. Et comment on vérifie ça? En fait, on peut lui dire if body is player, et après, on va faire quelque chose. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dire si le body là qu'on a reçu en argument là est de type player, donc is, c'est pour vérifier le type d'une variable en fait. Donc on pourrait faire is int pour savoir si c'est un entier ou is float. Hein, ça, c'est des types, tout ça, là, les int, les float, les vecteurs 2, tout ça, c'est des types. Mais on peut vérifier le type d'un objet aussi. Et donc on peut faire is player. Donc on est en train de lui demander là l'objet qu'on a reçu en argument. Est-ce que c'est un objet de type player ou pas? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va lui dire il faut que tu détruises cet objet. Donc on va faire body.destroy. Et je précise, j'ai utilisé le point depuis le début de
de ce tuto sans trop vous expliquer pourquoi. Mais en fait, le point permet d'appeler une propriété ou une fonction d'un objet, en fait. Donc ici, en fait, on est en train d'appeler la fonction destroy de l'objet body. Donc on a une variable qui contient notre objet. Body contient notre objet player. C'est une instance de player, finalement. Et on est en train de dire, dans ce player, tu vas appeler la fonction qui s'appelle destroy. Bon, il se trouve que cette fonction, je ne l'ai pas encore déclarée, donc on va le faire. On va aller dans player et on va créer une fonction qui sert à le détruire. Donc c'est quand on va mourir, finalement. Et donc je vais déclarer une nouvelle fonction qui va s'appeler destroy. Et cette fonction, elle va faire une seule chose pour l'instant. Après, on pourra rajouter une explosion, un son, des particules si vous voulez. Enfin, vous rajoutez ce que vous voulez. Pour l'instant, je vais juste faire de la logique pure, vraiment purement du code. Et je vais lui dire, au moment où tu détruis l'objet, il faut que tu supprimes le nœud de l'arbre et de la mémoire. Il faut que tu détruises complètement le nœud, qu'il n'apparaisse plus dans le jeu. Et pour faire ça, on a une fonction built-in qui s'appelle queue_free. Alors si vous êtes un petit peu, si vous faites de la programmation par ailleurs, vous êtes sûrement à l'aise avec la fonction free, qui est une fonction qui est très courante dans les langages de programmation. Free, en fait, ça sert à supprimer un objet de la mémoire. Parce que quand vous manipulez des objets en programmation, des objets ou des variables ou peu importe, quand vous manipulez des choses en programmation, chaque chose est stockée dans la mémoire, dans la mémoire RAM de votre ordinateur, dans les barrettes de RAM, pour que l'ordinateur puisse y accéder et s'en servir. La fonction free, en général, dans les langages de programmation, ça sert à dire cet objet, on n'en a plus besoin, donc on peut le supprimer de la mémoire. C'est-à-dire qu'on libère l'espace mémoire qui lui est attribué, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc ça veut dire qu'il ne va plus du tout avoir d'existence dans votre programme. Donc ici, là, le free, ça va complètement supprimer notre player. Et pourquoi dans Godot ça s'appelle queue_free et pas juste free? C'est parce que Godot, en fait, pour éviter d'avoir trop de choses à traiter d'un coup, Godot, en fait, il crée une liste d'objets à retirer de la mémoire. Et après, il le traite dès qu'il a du temps de calcul de disponible, en fait. Et il va traiter tous les objets à supprimer de la mémoire dès qu'il pourra, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'appelle queue_free. En fait, queue_free, ça veut dire on ajoute cet objet à la liste des objets à supprimer, et dès que tu pourras, supprime-le, grosso modo. Mais bon, dans 99% des cas, il va le faire immédiatement. Hein. Dans certains cas un peu spécifiques, il peut délayer un peu et le faire le tick d'après, ou le tick d'encore après. Voilà. Donc pour résumer, queue_free, ça détruit votre objet, mais il se peut que ça ne le fasse pas immédiatement, que ça le fasse un tout petit peu après, dans certains cas spécifiques. Donc ici, en fait, le queue_free va juste supprimer notre player. Donc il va arrêter d'exister complètement dans notre jeu. Donc il va juste disparaître finalement. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est est-ce que ça fonctionne tout ça? On a fait notre astéroïde, il est capable de détecter notre player, et quand il détecte notre player, il le détruit. Et on va voir. Donc on va retourner dans la scène level, dans l'onglet 2D là pour visualiser un peu à quoi ressemble notre level. Et ici, on va ajouter une instance de notre astéroïde. Alors, on peut soit faire clic droit, instantiate child scene, comme on a fait jusqu'ici, pour créer une instance de notre astéroïde. Mais ici, on va faire une alternative, donc c'est la même chose, mais c'est un autre raccourci, vous allez voir. On va faire CTRL-clic droit quelque part dans notre niveau, par exemple ici. Faire CTRL-clic droit. Et je vais faire instantiate scene here. Et ici, je vais chercher mon astéroïde. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il va m'instancier ma scène astéroïde à l'endroit où j'ai cliqué. Ce qui est vachement pratique quand vous faites de l'édition de niveau ou ce genre de choses. C'est juste pour vous montrer ce raccourci très pratique. Donc on va voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce que quand je lance la scène, mon astéroïde me détruit? Si je rentre dans l'astéroïde là, voilà, il m'a bien détruit mon joueur. Donc le fait de collisionner avec l'astéroïde m'a détruit le personnage. Donc ça c'est la première étape, elle fonctionne. Maintenant, notre astéroïde, on veut qu'il se déplace quand même. Parce que le but du jeu, c'est d'éviter les astéroïdes, de leur tirer dessus et d'essayer de ne pas mourir, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'astéroïde au milieu de la scène, je vais décaler le player dans un coin, histoire de pouvoir bosser sur le mouvement de l'astéroïde lui-même. Donc on va laisser l'astéroïde au milieu, ça va être pratique. Donc, je retourne dans ma scène astéroïde. Maintenant, on veut coder son comportement qui va permettre à cet astéroïde de se déplacer. Donc ici, je vais lui déclarer un certain nombre de propriétés à notre astéroïde. Ça va être sa vitesse, parce qu'on veut qu'il se déplace dans une direction donnée, sa direction, hein, comme pour le joueur, parce qu'on va vouloir calculer un déplacement à cet astéroïde. On va avoir sa rotation, parce qu'il va faire une rotation sur lui-même, ce qu'on appelle le torque, c'est la force de rotation sur lui-même. En français, on dirait moment cinétique. Ça fait tout de suite mot très compliqué, en fait c'est juste la quantité de force de rotation, quoi.
Donc on veut tout ça, on veut une vitesse, un torque et une direction. Et bah c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui donner une direction en dur, donc je vais déclarer direction. Et ça va être... Pour l'instant, on va lui dire tu vas te diriger vers la droite. Alors si vous voulez, vous savez, on avait utilisé vector 2.0 jusqu'ici. Et on va utiliser ici vector 2.right. En fait, vous avez d'autres... donc ce qu'on appelle des constantes. Dans vector 2, vous pouvez utiliser différents vecteurs 2 qui ont été préétablis. Vous avez la liste ici. Là, je suis allé dans la doc de vector 2. Hein. Vous avez la liste ici, c'est des constantes que vous pouvez utiliser. Et typiquement, vous avez les 4 directions en fait. Vous avez left, right, up, down. Et ça équivaut, vous voyez, à vector 2, 1, 0. Ça veut dire en fait un vecteur 2 qui pointe vers la droite, un vecteur 2 qui pointe vers la gauche, un vecteur 2 qui pointe vers le bas ou un vecteur 2 qui pointe vers le haut. Voilà. Donc ici, on va lui dire sa direction par défaut, c'est vers la droite. Vu que toutes les rotations sont calculées par rapport à vers la droite, c'est un peu une convention. Trouver une direction arbitraire, c'est pas mal. Donc on a notre direction. On va aussi lui déterminer une vitesse, donc export var speed. On va lui donner 200 par exemple. Et aussi un torque, donc export var torque. Je répète, le torque c'est la force de rotation sur lui-même. Pour lequel je vais lui donner 50, mettons. Voilà, maintenant il va falloir appliquer le mouvement à cet objet. Et ici, vu qu'on utilise une area 2D et pas un character body 2D, comme on l'a fait pour le personnage, le mouvement, il va falloir qu'on le calcule nous-mêmes. On n'utilise pas move and slide pour se déplacer, il va falloir qu'on calcule tout ça nous-mêmes. Mais vous allez voir, ça va être très simple. Donc en fait, on veut juste déplacer l'astéroïde. Donc on veut modifier sa position en fonction de sa vitesse et de sa direction. Donc un petit peu ce qu'on a fait avant, en fait, on veut calculer une vélocité. Vous vous souvenez, la vélocité, c'est la vitesse fois la direction. Ici, je suis obligé de la déclarer, donc je fais var velocity, puisque velocity, c'était une propriété de character body 2D. Mais dans area 2D, c'est une propriété qui n'existe pas, donc je vais la déclarer. Donc je déclare une vélocité que je calcule. Donc je fais speed fois direction. Donc ça, c'est comme ça qu'on calcule une vélocité. Hein. Une vélocité, c'est juste une vitesse dans une direction donnée. Mais ici, c'est comme pour le projectile, vu qu'on n'est pas dans un character body 2D et qu'on n'utilise pas move and slide, il va falloir qu'on applique le delta. C'est comme on a fait dans la dernière vidéo, on applique le delta pour s'assurer que le calcul soit le même, quelle que soit la puissance de la machine sur laquelle le jeu est exécuté. Donc il faut prendre le delta dans tous les calculs de physique. Donc voilà, ça c'est notre vélocité. Et donc ensuite, on va juste faire global position plus égale velocity, comme on a fait pour le projectile. Par contre, ici, on veut aussi calculer la rotation. Donc la rotation, on va faire rotation. Donc ici, je vais faire rotation degrees, hein, parce que là, on va calculer la rotation en degrés, parce que ça sera plus parlant. Et je vais pareil faire plus égal torque fois delta. Donc pareil, il faut prendre en compte le delta, même pour la rotation sur lui-même, pour éviter pour que le calcul soit le même, quelle que soit la machine qui l'exécute. Voilà, avec ça, notre astéroïde, il devrait se déplacer dans la direction donnée, donc vers la droite, et avec une force de rotation sur lui-même donnée de 50. Donc il va en même temps tourner un petit peu sur lui-même. Mettons, essayons, on va lancer le level pour voir. Voilà, donc ça fonctionne. Donc on a bien notre astéroïde qui se déplace et qui est capable de détruire notre player. Donc c'est parfait, on a une grosse partie du boulot qui est faite. Maintenant on va passer à la dernière étape, qui est la plus compliquée par rapport à ces astéroïdes. C'est comment on les spawn. Ce qui doit se passer, c'est qu'on veut faire spawn nos astéroïdes sur le bord de l'écran, enfin en dehors de l'écran, à peu près sur le bord, donc dans la zone qui borde l'écran là, on va dire. Et on veut qu'ils se dirigent à peu près dans la direction du joueur. Donc comment je vais faire ça? Je vais supprimer mon instance d'astéroïde ici, parce que pour l'instant on n'en a plus besoin, on va les faire spawn nous-mêmes. On va mettre le player au milieu de la scène à peu près. C'est là où va commencer le joueur dans le jeu. Donc ici, il va falloir que j'utilise pour la première fois des nœuds de type control, c'est des nœuds qui servent à faire des interfaces utilisateurs normalement. Mais vous allez voir que ça va être pratique, on va les utiliser de telle sorte à ce qu'on puisse visualiser à quel endroit les astéroïdes peuvent spawn. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau nœud. Je vais chercher un nœud de type canvas layer. Ok. Ce truc-là, je vais l'appeler border. Ok. Ça va représenter le bord de la map. Dans ce nœud-là, je vais ajouter un autre nœud qui va être un margin container. Ce qui se passe, c'est que
les nœuds de type contrôle, donc c'est les nœuds qui sont verts comme ça. C'est des nœuds qui servent à faire de l'interface utilisateur normalement, des UI, donc ça va être des menus, le HUD de votre jeu, enfin tous les éléments d'interface du jeu, ça va être des nœuds verts comme ça, des nœuds de type contrôle. Ces nœuds-là, ils utilisent un placement, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais ils utilisent un placement à l'écran, et ici en fait on veut que ce margin container là, il fasse la taille de l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon margin container, et vous allez voir que là, vous avez deux options de preset. Et dans cette option de preset là, vous pouvez dire, c'est l'option de placement de ce nœud en fait. Est-ce qu'il est placé au milieu, comme ça? Au milieu en haut? Est-ce qu'il est placé en haut à droite? Est-ce qu'il est placé... Voilà, ça nous détermine son placement. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce nœud là, il fasse la taille, toute la taille de l'écran en fait. Donc je vais le mettre rectangle complet, c'est ce truc là. Donc je lui mets rectangle complet, ce qui fait qu'il va faire la taille de l'écran total. Et dans ce margin container, je vais ajouter un autre nœud qui va être de type reference rect. Donc ça, c'est un truc dont on se sert pas souvent dans les jeux, mais en l'occurrence, pour notre cas concret d'utilisation, c'est pratique. En fait, c'est un truc qui sert uniquement dans l'éditeur à vous montrer à quoi ressemble... à vous montrer un espace, en fait, à délimiter un espace sous forme d'un rectangle. Dans l'éditeur, uniquement, pas dans le jeu. Et donc c'est assez pratique, et donc une fois que j'ai instancié mon reference rect, vous allez voir que vous allez avoir un carré rouge apparaître comme ça. Donc ça me donne, en fait, ça va être la ligne sur laquelle on va faire spawn nos astéroïdes. Ici pour l'instant c'est exactement la ligne de l'écran, et ça risque d'être problématique parce que si on fait ça, on va voir les astéroïdes spawn, puisqu'ils vont spawn sur la ligne, donc on va les voir apparaître d'un seul coup sur cette ligne, et comme l'astéroïde il va dépasser à moitié dans l'écran, on va voir l'astéroïde apparaître sur le bord de l'écran, d'un seul coup. Donc nous, en fait, on veut que les astéroïdes, ils apparaissent légèrement en dehors de l'écran pour qu'on les voit pas, en fait. On les voit pas spawn. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un margin container. En fait, le margin container, il permet d'ajouter une marge en plus de la taille d'origine de notre container. Donc ici, on a notre container qui fait cette taille-là. Et en plus, on va rajouter une marge qui nous permet de sortir de la taille de l'écran. En fait, il va être encore plus grand que la taille de l'écran. Et pour ça, on va aller dans Theme Override, ici, dans Constante, et on va régler les marges qui sont là. Et là, on va lui déterminer des valeurs un peu arbitraires. Je vais lui donner moins 20, par exemple. Partout. Moins 20, moins 20, moins 20, moins 20. Voilà. Comme ça, avec ça, je serai sûr que quand je fais spawn mes astéroïdes, ils spawnent bien en dehors de l'écran, à un endroit qui n'est pas visible. Je vais l'appeler, par exemple, border rect. Donc ce nœud-là, le nœud border rect, il va nous servir à matérialiser et aussi à visualiser dans l'éditeur à quel endroit les astéroïdes sont spawn. Donc ils vont être spawn le long de cette ligne rouge, si vous voulez. D'accord? Maintenant, notre nœud level, il va faire spawn nos astéroïdes. Donc par exemple, le level, je vais lui attacher un script. Donc scène level, on va en profiter pour créer un dossier script. Ah bah on avait déjà un dossier script, c'est parfait. Voilà, on va se mettre dans le dossier script de level, on va l'appeler level.gd, c'est parfait. On va laisser le modèle vide et ça hérite de nœud 2D. On laisse tout par défaut. Je crée. Voilà. Et maintenant, on va prendre l'habitude, à chaque fois qu'on crée un nouveau script, de lui donner un class name, de lui donner un nom de type. Ça va être level. Donc maintenant, ce que je veux finalement, c'est obtenir un point aléatoire sur ce rectangle et dire à ce point, je fais spawn un astéroïde. Donc au moment où je vais vouloir faire spawn un astéroïde, il va falloir que je sélectionne un point aléatoire le long de ce rectangle et que je lui dise à cet endroit-là, tu fais spawn un astéroïde. Comment je peux faire ça? Et bien une solution simple, ça consiste à dire, vous avez votre rectangle qui ressemble à ça, donc je vais le dessiner dans Sprite, qui ressemble à ça, donc ça représente votre écran, mettons. Je vais partir du centre de ce rectangle, donc, par exemple le point ici, là, à peu près au centre. Nous, ça sera vraiment au centre, hein, parce qu'on va le faire via le code. Et de ce point, je vais lui déterminer un cercle qui est plus grand que le rectangle, voilà. Donc là, on va vouloir la longueur de ce cercle-là, le rayon de ce cercle, ici. Et je vais prendre une direction aléatoire. Donc vraiment tout à 360 degrés, une direction aléatoire. Donc une valeur aléatoire entre 0 et 360, par exemple, pour avoir un angle aléatoire. Je vais me tourner d'autant que la valeur de cet angle. Donc par exemple, je sais pas, on obtient cet angle-là, hein, arbitrairement. On peut obtenir n'importe quel angle, mais celui-là, par exemple. Je me déclasse de la longueur du rayon du cercle, donc je vais me retrouver ici. Ok, donc on a cette position-là.
Et après, ce que je vais faire, c'est que cette position-là, qui est une position de, je sais pas, moi, par exemple... donc là, c'est à peu près la taille de l'écran. Donc, je sais pas, il va avoir une position de 300 et quelques en X, 300 et des brouettes, et en Y, 150 et des brouettes. La position de ce point-là, je vais la limiter à la taille du cadre rouge. Je vais dire ta valeur maximum en X, c'est la longueur du cadre, ici. Et ta longueur maximum en Y, c'est la longueur du cadre ici. Ce qui fait qu'en fait, ce point, il va être projeté sur le cadre. Il va se retrouver ici, en fait. Parce que j'aurai limité sa valeur en Y, donc il va se retrouver sur le cadre ici. Et j'aurai limité sa valeur en X. Bon, là, la valeur ne dépasse pas, donc il est bien ici. Mais si on avait obtenu ce point-là, par exemple, comme j'avais limité sa valeur en Y, il se serait retrouvé ici. Voilà, donc on va tout le temps obtenir des valeurs qui sont sur le cadre rouge avec cette méthode. Donc très bien, bah alors on va essayer de prendre un rayon qui est plus grand que la taille de l'écran, donc je vais regarder la longueur du rayon qu'il me faudrait à peu près. Mettons, on va prendre un rayon de taille 350 par exemple, ça ira largement. Donc je vais déterminer, je vais l'appeler spawn circle radius, qui va être égal à 350, on va dire. D'accord? Donc ça c'est une valeur, pardon j'ai oublié de mettre le var. Et on va lui dire que c'est un floating point value. Je peux faire $float, préciser que c'est un float. Donc ça, c'est la taille du cercle, nos astéroïdes. Ensuite, il me faut la taille de ce rectangle-là, pour pouvoir déterminer, pour pouvoir savoir de combien je limite la position du point qu'on a obtenu autour du cercle. Donc il me faut la référence de ce nœud-là. Je pourrais faire getNode à partir de level. Je pourrais faire, par exemple, onReadyVar. Et là, je vais chercher le nœud. Je pourrais dire borderRect égale getNode, comme on a fait un peu plus tôt dans le jeu. Et là, je vais chercher le chemin borderRect. On peut faire ça, mais le problème, c'est que ça vous crée une structure très rigide. C'est un peu le même problème qu'on avait au tuto précédent. C'est-à-dire que là, je peux plus changer la hiérarchie. Si je change la hiérarchie, ce chemin-là, il va casser. Ce ne sera plus le même chemin. Si je change le nom d'un des nœuds dans cette hiérarchie, ou je change la position d'un des nœuds, ça casse. Donc pour éviter ce problème-là, depuis peu, il y a une nouvelle feature qui a été rajoutée dans Godot, qui est, vous pouvez cliquer droit sur un nœud et faire Access as Unique Name, et ça me met un petit signe $ devant. Et ça veut dire que maintenant, si ce nœud a un nom unique dans la scène, je vais pouvoir y accéder directement grâce à ça. Et maintenant, je vais pouvoir accéder à ce nœud simplement en faisant %borderRect, donc le nom du nœud. Ça va me permettre d'accéder à de récupérer le nœud en fait. Et pourquoi je mets la notation onReady? Parce qu'en fait, vous pouvez récupérer des nœuds dans l'arbre qu'à partir du moment où les nœuds ont bien été ajoutés dans l'arbre. Et pour être sûr qu'ils ont été ajoutés dans l'arbre, il faut que ça soit après la notification ready. Donc il faut toujours que vous alliez chercher les nœuds au ready, parce que si vous faites simplement ça, en fait, au moment où cette variable va être déclarée, le nœud ne sera pas encore dans l'arbre. Donc du coup, il va juste vous renvoyer rien du tout. Donc pour vous assurer que le nœud est bien dans l'arbre, il faut rajouter onReady. Donc quand vous allez chercher des nœuds, et que vous le faites une seule fois, il faut toujours le faire onReady, sinon ça ne marche pas. Par ailleurs, la fonction, la notation onReady, ça équivaut en fait à mettre de la logique dans la fonction ready. Hein, ça équivaut à avoir... ça équivaudrait en fait à avoir déclaré borderRect ici, juste avoir fait ça, et ensuite à avoir donné la valeur de borderRect dans la fonction ready, comme ça borderRect égale %borderRect. Voilà, ces deux codes sont exactement la même chose, mais ce qui est un peu bête, c'est qu'ici j'ai besoin de déclarer la variable d'abord, et ensuite de lui donner une valeur dans un second temps, alors qu'en faisant avec la notation, comme ça, onReady, et que vous lui donnez la valeur ensuite, vous faites les deux d'un coup. Donc vous faites les deux en une seule ligne. Vous n'avez même pas besoin de déclarer votre fonction ready. Donc là, en fait, ce que je dis, c'est au moment de ready, au moment de la notification ready, je vais donner la valeur à la variable borderRect, je vais lui donner la référence du nœud borderRect, qui est ici. Donc en fait, je récupère mon nœud borderRect en un mot. Donc maintenant, on a le nœud borderRect, donc on va pouvoir lui demander quelle est ta position, quelle est ta taille, etc. Voilà, donc je l'ai mis dans une variable, maintenant je vais pouvoir faire des choses avec. Maintenant, il faut qu'on ait une fonction qui nous permette de spawn un astéroïde. Donc je vais déclarer une fonction qui va s'appeler spawn astéroïde. Cette fonction ne renvoie rien, donc je mets flash void pass.
Alors je précise la flèche, parce que j'ai eu des questions dans l'épisode précédent. La flèche, je répète, en fait, c'est juste ce qu'on appelle une ligature. En fait, c'est juste que j'ai le caractère tiret, et plus loin, j'ai le caractère supérieur A. Et si je les colle ensemble, l'éditeur va me faire un caractère commun. Ça s'appelle une ligature, il lie les deux caractères en un seul. Mais c'est purement visuel, en fait. Vous avez peut-être pas les ligatures d'activer dans votre éditeur de Godot. Vous pouvez les activer si vous voulez. En allant dans éditeur, paramètres de l'éditeur. Et là, vous cherchez ligature. Et vous mettez code font contextuel ligature sur enabled. C'est juste pour faire joli. Ça n'a aucun impact sur le code. Donc ma fonction spawn astéroïde, elle va faire ce qu'on a dit tout à l'heure avec notre petit schéma. Elle va prendre un point aléatoire sur ce cercle. Elle va limiter la position de ce point à la taille du rectangle. Et ça va nous obtenir donc un point sur le bord de ce rectangle. Ok, donc ça n'a pas l'air très, très compliqué à faire tout ça. Donc comment je fais? Déjà, il me faut un angle aléatoire. Donc je vais avoir angle, qui va être un angle aléatoire entre 0 et 360. Donc je vais faire randf range. Donc rand, c'est pour random. Donc on crée un nombre aléatoire. F, c'est pour float. On va créer un float aléatoire. Et range, c'est pour dire je veux une valeur aléatoire entre telle valeur et telle valeur. Donc moi, je veux une valeur entre 0 et 360, ici. Donc ça va nous donner un angle aléatoire entre 0 et 360. Cet angle, il faut que ça soit en radians. Parce que tous les calculs d'angle dans Godot, ils sont effectués en radians et pas en degrés. Donc il faut qu'on utilise des radians. Et on peut convertir des radians en degrés ou des degrés en radians avec les fonctions deg to rad. Ça convertit les degrés en radians. Donc là, on va obtenir des radians. Donc notre angle, il est exprimé en radians. Je le répète, mais les degrés et les radians, c'est deux unités différentes pour calculer des angles, mais c'est équivalent. C'est juste deux unités différentes. Donc là, on a juste un angle exprimé en radians. Donc maintenant, on va déterminer une direction. Donc on a direction. Donc notre direction, là, donc la direction, c'est ce que j'ai déterminé ici. C'est-à-dire, on a un angle aléatoire. Maintenant, on veut dire vers où on pointe. On veut convertir cet angle en une direction, c'est-à-dire on veut pointer dans une des directions. Donc une direction s'exprime par un vecteur 2. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire vector2.right. Donc c'est une direction qui pointe vers la droite. Je vous rappelle que c'est toujours c'est la valeur par défaut. Quand vous êtes tourné vers la droite, c'est la valeur par défaut. C'est quand vous avez une rotation de 0 finalement. Donc j'ai un angle qui a une rotation de 0. Et je vais tourner cet angle pour qu'il pointe dans la direction qu'on veut. Donc je vais faire rotated, pardon, et je vais le tourner de angle. Donc là, je vais obtenir une direction. Donc je vais obtenir un vecteur 2, qui représente la direction dans laquelle on veut aller. Donc ici, c'est un vecteur qui représente ça, par exemple, cette direction-là, dans notre cas. Maintenant, je veux dire le point qu'on a obtenu, c'est direction fois spawn circle radius. Donc je multiplie ma direction qui a un angle. Je multiplie ma direction qui est juste un vecteur 2 qui pointe vers quelque part. Donc c'est un vecteur qui a une longueur de 1. Je multiplie par la taille du cercle. Donc là j'obtiens un point le long de ce cercle en fait. Donc j'ai juste un vecteur de longueur 1 fois la taille du cercle. J'obtiens bien un point le long de ce cercle. Donc là j'ai obtenu un point aléatoire le long du cercle. D'accord ? Et maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est ce qu'on appelle clamp la valeur de ce point. C'est-à-dire limiter sa valeur en X et en Y à la taille du rectangle rouge. Pour qu'on obtienne un point le long de ce rectangle rouge. Donc pour ça, il faut que je fasse point.clamp. Donc clamp, ça limite la valeur de point. Donc je vais faire point égale point.clamp. Donc je prends la valeur de point et je la limite. Et la fonction clamp va nous renvoyer le résultat. D'accord ? Donc là, je suis en train de limiter la valeur de point et de récupérer le résultat. Et donc, la valeur minimum en X et en Y que peut avoir notre point, c'est ici. Et la valeur maximum, c'est ici. Donc là, c'est la valeur maximum en X et la valeur maximum en Y. Et là, c'est la valeur minimum en X et la valeur minimum en Y. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère le point d'origine de notre rectangle. Et il faut que je récupère la taille de notre rectangle. Donc, le point en haut à gauche, comment on l'obtient ? On a la référence de border rect. Et il se trouve que dans un nœud de type contrôle, on peut obtenir sa position comme n'importe quel autre nœud. Donc je peux faire ça, point global position.
Ça, c'est sa position. Donc sa position, c'est le point en haut à gauche. Et maintenant, si je fais sa position, donc le point en haut à gauche, plus sa taille, donc sa taille en X et sa taille en Y, bah, je vais obtenir du coup son point en bas à droite. Donc la valeur maximum, c'est sa position plus sa taille. Donc je vais l'appeler... donc on va le faire en deux variables. On va faire top left égale ça. Et top et bottom right, il va être ça. Donc la position plus la taille. Donc c'est border rect point size. Je crois qu'il y a une propriété size. Voilà. Voilà, donc la position minimum de notre point, c'est top left. La position maximum de notre point, c'est bottom right. Ok, donc là, on a obtenu un point sur le rectangle rouge. Donc on a un point qui est le long du rectangle rouge. Un point aléatoire le long de ce rectangle rouge. Très bien. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de spawn notre astéroïde à ce point. Pour spawn un astéroïde, il faut que j'ai la référence de la scène astéroïde. Comme on a fait quand on a spawn le projectile. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable que je vais mettre en export. Export var astéroïde scene. Que je vais lui dire que c'est une packet scene. Donc il faut que ça soit une scène. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, dans l'éditeur, il va attendre une scène ici dans astéroïde scene. Et donc je vais juste drag and drop ma scène astéroïde là. Ouf. Donc maintenant, il sait ce que c'est que la scène astéroïde. Il a sa référence. Donc maintenant, je peux créer une instance d'astéroïde. Donc c'est comme on a fait pour les projectiles. Hein. Donc je vais créer une nouvelle instance que je vais appeler tout simplement astéroïde. Donc ça c'est mon instance d'astéroïde. Donc je vais faire astéroïde scene.instantiate. Ça c'est mon instance d'astéroïde. Cette instance, on va l'ajouter au point donné. Donc, comme j'aime bien que les choses soient rangées, ce que je vais faire, c'est que dans mon level, je vais avoir un conteneur pour mes astéroïdes. Donc je vais m'ajouter un nœud 2D. Voilà. Qui va juste s'appeler astéroïdes au pluriel. Voilà. Ce nœud-là, je veux le récupérer un peu comme j'ai fait pour border rect. Et je vais vous montrer, il y a un raccourci pour ce faire. Donc vous pouvez faire la même chose que tout à l'heure. Vous faites clic droit, access as unique name pour pouvoir faire la même chose que ça. Et en fait, il y a un raccourci dans Godot 4 qui est hyper pratique. C'est vous sélectionnez votre nœud, vous maintenez CTRL et vous faites un drag and drop du nœud dans le script comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me déclare automatiquement une variable qui s'appelle, qui a le même nom que mon nœud, mais tout en minuscule. Il lui donne automatiquement le type et il va automatiquement la chercher. C'est super pratique, donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc ça va être mon conteneur pour astéroïde. Donc je vais peut-être l'appeler astéroïde container. Voilà, histoire d'être méga clair. Ok. Et là, je vais faire astéroïde container.addChild. Donc j'ajoute un enfant à mon conteneur d'astéroïde. Je vais lui ajouter mon instance d'astéroïde. Donc comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer des nœuds, il va créer des instances de ma scène astéroïde. Et ces instances de scène astéroïde, il va les mettre en enfant du nœud astéroïde. Donc tous mes astéroïdes vont être en enfant de ce nœud-là, en fait, au moment où ils vont être générés. Enfin, ce qui rend le truc un peu plus rangé, c'est sympa. Bon, maintenant, il me reste une dernière chose à faire. Parce que là, le problème, c'est que mes astéroïdes, ils vont tout le temps vers la direction à droite. Vous vous souvenez, la direction, elle est donnée là, elle est tout le temps vers la droite. On a le même problème qu'on avait avec les projectiles. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer sa direction à l'astéroïde au moment où on le spawn. Et en fait, c'est assez simple. Ce que je peux faire, c'est on a notre position là où on a fait spawn notre astéroïde, donc on a notre position qui va être le long du rectangle rouge que je vais mettre, je sais pas moi, en bleu par exemple, là, en bleu. J'ai ma position qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ta direction, ça va être vers le centre, avec une petite variation de, je sais pas, 10% ou 20%. Aléatoire vers un côté ou vers l'autre. Donc je te dis, tu pointes vers le centre avec une petite rotation. Comme ça, je suis sûr qu'il va tout le temps en direction de l'écran et pas qu'il va se diriger vers l'extérieur. Sinon, j'ai une chance que mon astéroïde il se dirige juste à un endroit où on le verra jamais de notre vie. Donc comment je peux faire ça? Je vais lui déterminer une direction à cet astéroïde. Donc, je veux la direction entre le point où on a fait spawn notre astéroïde et le centre de la map. Donc déjà, il faut que je détermine le centre de la map. Comment je fais ça? Le centre de la map, c'est la moitié de la taille de l'écran, finalement. C'est la taille de l'écran total. Donc la taille de l'écran, ça me donne le point en bas à droite de l'écran. Donc ça me donne ce point-là. Divisé par 2. Si je divise par 2, je me retrouve au milieu. Donc il me faudrait la taille de l'écran. La taille de l'écran, on peut la récupérer en faisant comme ça. Je peux faire onReadyVar. Et là, aller récupérer screen size, par exemple, on va l'appeler.
On va faire project settings.get setting et on va lui demander le nom du setting. Et donc là, je peux aller voir dans project, paramètres du projet, et je fais size. Je recherche size. Donc dans fenêtre, on va avoir largeur de la fenêtre. Donc c'est voilà, display window size. Alors on peut faire copier le chemin de la propriété. Donc je fais ça. Copier le chemin de la propriété. Donc ça va être screen width, donc la largeur de l'écran. Je vais dupliquer cette ligne-là. On va avoir screen height, qui va être la hauteur de l'écran. Donc je peux remplacer width par height. Je vais obtenir la hauteur. Je crois que je suis même pas obligé de mettre le onReady d'ailleurs, il me semble. On va voir, mais en théorie, je suis même pas obligé. Et du coup, je peux faire ensuite var screen size. Donc ça va juste être un vecteur 2 qui va contenir les deux en fait. Donc je vais faire vecteur 2. Donc screen width. En largeur, on a screen width. En hauteur, on a screen height. Voilà. Et je vais un petit peu ranger ma chambre parce que je vais mettre les variables déclarées normalement en haut, les onReady ici et les export plus bas. Comme ça, c'est un peu plus rangé. Ok, donc on a la taille de l'écran. Donc maintenant, le centre de l'écran. Donc on va avoir screen center qui va être égal à la taille de l'écran divisé par 2. Hein, si je divise l'écran par 2, je vais obtenir le centre de l'écran. Et maintenant, donc, je veux un vecteur qui représente la direction vers le centre par rapport à l'endroit où est notre astéroïde. Donc notre astéroïde, il est le long du rectangle rouge. Et à partir de ce point, je veux un vecteur qui représente la direction vers le centre. Donc là, on va avoir direction, on va l'appeler, qui va être égal au point. Donc le point, c'est l'endroit où on a fait spawn notre astéroïde. Point direction 2. Donc le point direction 2 nous permet, à partir d'un vecteur 2, donc le point de départ, d'obtenir la direction vers un autre point. Donc là, on veut obtenir la direction vers le centre. Donc scan center. Donc là, on obtient un vecteur 2 qui représente une direction. Alors, on avait déjà la direction, pardon. Donc on l'appelait dir to center, par exemple, la direction vers le centre. Et celui-là, on pourra l'appeler dir to point. Voilà, dir to point. Ok. Vu qu'on a deux directions différentes, il va falloir qu'on sache les reconnaître l'une de l'autre. Ok. Donc là, on obtient la direction vers le centre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à appliquer une petite rotation à cette direction d'une valeur arbitraire. Donc je pourrais déterminer ici. Je pourrais faire export var astéroïde direction variance, par exemple, on va l'appeler. Il va être un angle en degrés, hein, qu'on va exprimer en degrés, qui va dire de combien de degrés on peut se décaler par rapport à la direction vers le centre. Donc, par exemple, on va mettre 20 degrés. Ça va être vraiment le 20 degrés, ça va être vraiment le maximum. On pourrait mettre même plus, en fait, on pourrait mettre allez, 40 degrés. Voyons large. Donc c'est la quantité de variation de l'angle. Donc en fait, là, c'est la valeur en bleu, là, de la flèche en bleu. C'est la longueur de cette flèche en bleu. Plus la variance va être grande, plus l'angle peut être aléatoire. Plus la variance est petite, plus il a de chances d'être proche de la valeur d'origine. Ok. Et maintenant, comment je calcule mon angle? Donc là, on va lui calculer la quantité de variation au centre. Rotation. Ça, c'est la quantité de rotation qu'on applique à notre direction vers le centre. Donc la quantité de rotation dans un sens ou dans l'autre. Ok. Et ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle randfn. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Et là, je vais lui donner 0 et je vais lui donner cette valeur-là, là, Asteroid Direction Variance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que je suis en train de faire ici? En fait, randfn, donc rand pour random, chiffre aléatoire, f pour float, et n pour normalized, normalisé. En fait, ça me fait une distribution normalisée, donc je vais vous montrer ce que c'est. Vous avez peut-être déjà vu ça, parce que c'est un grand classique des statistiques. Mais en gros, une distribution normalisée, c'est vous avez un point central. Donc, par exemple, ici, on prend le point 0. Hein. On a la valeur 0, qui est notre point central. Et vous avez une quantité de variance de ce point, qui ici est 40. Donc on peut avoir une valeur entre 40 et moins 40, hein, du coup. Donc ça, c'est la quantité de...
Ça, c'est toutes les valeurs qu'on peut avoir. On peut avoir une valeur comprise entre moins 40 et 40. Ok. Et bon, le truc classique qu'on ferait normalement, c'est juste prendre une valeur aléatoire le long de cette échelle. Mais en fait, ce que fait la distribution normalisée, là, le randef n, en fait, il va nous créer une courbe en cloche comme ça. Hop. Ce que vous avez sûrement vu si c'est une distribution statistique hyper classique. On retrouve pour plein de choses dans le monde réel. C'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de chances d'être proche de la valeur 0. Et plus vous vous éloignez de la valeur 0, pour avoir une valeur extrême, moins vous avez de chances que cette valeur arrive. Donc vous avez quand même de bonnes chances d'être ici ou ici, statistiquement. Mais il y a des chances assez faibles d'être à 40 ou à moins 40. Mais avec une variance qui est distribuée de manière assez naturelle, quoi, on va dire. Donc voilà, ça nous donne la rotation, la quantité de rotation qu'on veut appliquer à notre vecteur vers le centre. Et donc du coup, ça va déterminer la direction de notre astéroïde, donc la direction dans laquelle va se déplacer notre astéroïde. Donc astéroïde dir, on va l'appeler. Ça va être égal à la direction vers le centre, tournée de la rotation qu'on a calculée là. La rotation aléatoire qu'on a déterminée avec une courbe normalisée, ici. Donc ça me donne la direction de mon astéroïde. Ok, super. Donc du coup, j'ai plus qu'à dire astéroïde.direction égale ça. D'ailleurs, j'aurais pu le faire immédiatement comme ça aurait été encore plus simple. C'est-à-dire faire ça. Dire la direction de mon astéroïde, c'est la direction vers le centre, tournée de la rotation qu'on a calculée. Donc ça me permet de spawn un astéroïde, normalement. Donc maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est pour tester ça, est-ce qu'on pourrait pas faire spawn l'astéroïde à chaque fois qu'on appuie sur une touche, par exemple sur la touche espace, ou Hunter. Et je vais déclarer une fonction input, pour pouvoir tester tout ça. Déclarer une fonction input qui me permet de dire, à chaque fois que j'appuie sur la touche entrée, par exemple, tu me fais spawn un astéroïde. Alors, il se trouve que dans Godot, vous avez des inputs qui sont pré-établis. Et parmi ces inputs, vous avez UI accept. Donc UI accept, c'est pour user interface. UI, c'est user interface. Accept, c'est-à-dire c'est la touche par défaut pour dire dans un menu, vous validez. Donc souvent, c'est la touche entrée. Et par défaut, c'est la touche entrée. Donc si vous faites if event.isAction pressed et que vous lui demandez UI accept, ça veut dire que quand vous allez appuyer sur la touche entrée, cette condition va être vraie. Et ce truc-là, vous pouvez le changer si vous voulez. Vous allez dans les paramètres du projet, dans Control. Vous voyez là, il y a toutes les actions qu'on a déterminées nous-mêmes. Et en fait, il y en a d'autres qui sont les actions intégrées, en fait, les actions qui ont été établies par le moteur à l'origine. Et si vous allez là-dedans, vous en avez tout un tas. Vous voyez UI accept. Et dans UI accept, il y a marqué, il y a Enter. Vous avez KP Enter qui est la touche entrée qui est sur le pavé numérique. Et vous avez Space. Donc ces trois touches-là vont déclencher l'événement UI accept. Donc à chaque fois que j'ai cet événement-là, je vais spawner un astéroïde. Donc je vais faire spawn astéroïde. Hop. Ok, je retourne dans le jeu. Je lance le jeu. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Si j'appuie sur la touche entrée, ok, il m'a bien spawné un astéroïde, ok. Ça marche pas de ouf, hein. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai oublié de lui donner sa position, en fait. J'ai déterminé un point, mais je lui ai pas donné à l'astéroïde. Donc il faut que je te dise astéroïde point position égale le point. Sinon, forcément, ça marche pas. Parce que là, il m'a tout spawn à la position 0,0. C'est la position par défaut. Donc c'est que j'avais oublié de faire ça. Donc on relance. Alors là, j'appuie et des fois, l'astéroïde, il a pas l'air d'être jeté dans la bonne direction. Alors pourquoi ça fait ça? En fait, c'est bête, c'est parce que là, ce que je lui ai déterminé, là, Asteroid Direction Variance, on a dit que c'était exprimé en degrés. 40 degrés, c'est un angle qui est raisonnable. Hein. On aurait pu mettre 45, ça fait la moitié d'un angle droit, 45 degrés, d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est un angle en degrés. Mais les rotations, elles sont toujours calculées en radians dans Godot. Donc là, en fait, je suis en train de lui dire 45 radians. Et 45 radians, c'est une valeur qui est immense. Donc en fait, il faut que je convertisse cette valeur-là, qui est en degrés, en radians. Il faut que je fasse deg to rad. Et je convertis ça en radians. Voilà. Ok, alors voyons.
Ok. Alors ça marche pas mal, sauf que des fois, les astéroïdes sont générés au milieu de l'écran, là. J'ai dû faire une erreur sur la position, probablement. En fait, c'est parce que j'ai oublié un truc fondamental dans tout ce que j'ai fait ici. C'est que vous savez, dans le schéma que je vous avais fait ici, j'ai dit qu'on partait du point central de la map. En fait, là, je suis pas du tout parti du point central, je suis parti d'en haut à gauche. Parce que j'ai jamais appliqué le point central. Donc, en fait, il faut que je dise, pour déterminer le point où on va. Donc là, en fait, il faut que je parte du centre de l'écran. La position sur le cercle, c'est une position qui est relative au point central de l'écran. Et ça, je l'ai pas calculé, en fait. Donc c'est ça qui fait que ça cause des bugs. Donc en fait, le centre de l'écran, il faut que je le calcule au début. Donc je vais le mettre là, par exemple. Screen Center, c'est là. Et je vais te dire le point, en fait. Donc c'est le centre de l'écran, plus la direction dans laquelle je me dirige, fois le radius du cercle. Donc c'est ça qui manquait, en fait. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Voilà, là, on part bien du bord de l'écran. Nickel. Voilà, c'est tout pour ce tuto. La prochaine fois, et ça sera la dernière vidéo, on va faire en sorte que les projectiles puissent détruire les astéroïdes et que donc les astéroïdes se séparent en plusieurs petits astéroïdes. On va faire en sorte que le personnage ait une petite animation d'explosion quand il meurt. Et on va faire un écran qui permet de retry, en fait, tout simplement. De recommencer la partie. Voilà, tout ça, on fera ça dans la prochaine vidéo. Ça sera la toute dernière de cette série. Et après ça, donc, je ferai plein de petites vidéos sur des thématiques précises qui seront pas forcément liées les unes aux autres, que vous pourrez prendre indépendamment, qui vous permettra de picorer tel ou tel sujet un petit peu comme vous voulez. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos. Je rappelle comme d'habitude que si vous voulez me faire un don, parce que je suis développeur de jeux indépendant, donc je ne gagne pas des sommes mirobolantes. Si vous voulez m'aider, vous avez le lien de mon Ko-fi dans la description. Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Je vous mets bien sûr le lien du itch.io pour avoir tous les assets qui sont présents et utilisés dans cette série de tutos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, bien sûr. Je vous mets le lien dans la description aussi. Pixelwood, c'est un Discord communautaire que je partage avec d'autres créateurs, créatrices, qui est très très sympa. Et où on y fait beaucoup de dev, de pixel art, ce genre de choses. N'hésitez pas, c'est sympa. Sur ce, je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine. Salut!